Bonjour, nous sommes sur une chaîne qui s'appelle Plan B, une chaîne qui fait le constat que notre monde manque cruellement de plan B. Ceci dit, on a un plan A qui commence à trouver une certaine cohérence. On va aller chercher du pétrole en Arctique et repousser le mur pétrolier. On va faire de la géo-ingénierie pour régler le problème du CO2 et climatiser la Terre. Quant aux inégalités sociales, eh bien, on prie pour qu'une nouvelle révolution industrielle relance la machine et permette de redistribuer les richesses. Néanmoins, au cas où, il convient peut-être d'envisager d'autres plans, donc plan B avec un S à plan. Pour en parler aujourd'hui, je reçois des jeunes parmi les forces vives de notre nation pour savoir qu'est-ce qu'ils pensent, quelles questions ils se posent et comment ils envisagent l'avenir. Donc tout d'abord, je reçois Romain Or. Bonjour Romain. Bonjour. Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu peux te présenter, nous expliquer ce que tu fais aujourd'hui et pourquoi tu as choisi cette voie? Je m'appelle Romain, je suis en dernière année d'école d'ingénieur, donc pas très loin de Paris, sur le plateau de Saclay, dans une école qui s'appelle Centrale Supélec, donc très généraliste. Et en dernière année, je me suis spécialisé dans une option qui s'appelle biotechnologie environnement. Donc pour nous préparer à des métiers, donc comme le nom l'indique, des métiers de l'environnement, de la bioproduction et d'optimisation énergétique aussi pour essayer d'améliorer les choses au niveau de l'environnement et des procédés actuels qui sont, comme tu dis tout à l'heure, pas forcément destinés à être poursuivis. Comment t'es venue cette vocation? Alors j'étais très scientifique depuis le collège, j'ai toujours aimé les sciences dures et donc j'ai poursuivi dans les voies les plus généralistes possibles. Après le bac, j'ai fait donc 2 ans de prépa et comme beaucoup de jeunes scientifiques qui ne savent pas trop ce qu'ils veulent faire précisément, donc je suis allé en prépa pour ça. J'avais toujours en tête l'idée de travailler dans l'environnement parce que j'ai fait un lycée agricole, donc c'est pas très commun pour des élèves en école d'ingénieur. Donc où j'ai été sensibilisé à beaucoup d'enjeux environnementaux, écologiques et sociaux à l'époque du lycée. Et donc j'ai intégré l'école centrale en 2016 et suite à ça, j'ai un peu touché à toutes les disciplines du monde de l'ingénieur et de l'entreprise, en passant par la finance, la gestion d'entreprise, la philosophie des sciences. Les 2 premières années et ensuite je suis retourné vers les thématiques qui m'intéressaient de l'environnement en dernière année. Donc j'ai touché à tout pour finalement revenir aux thématiques qui m'intéressaient depuis que j'étais plus jeune. D'accord. Là, tu as lourdement, ou du moins beaucoup investi dans tes études. J'ai une petite idée de ce que c'est que la prépa, beaucoup d'efforts, donc j'imagine que tu as une certaine ambition sur quoi faire plus tard pour entre guillemets, un retour sur cet investissement. Quelles sont tes ambitions pour les années à venir, voire sur le long terme? On va dire au niveau professionnel, le sens, je voudrais que ce que je fasse comme travail ait du sens. Pour moi, ça va être avoir un impact sur le plus de personnes possible et essayer à mon échelle de pouvoir améliorer les choses au niveau social, au niveau environnemental. Donc c'est pour ça que je veux travailler dans les métiers de l'environnement. Je vais rentrer dans une entreprise qui s'appelle Suez au mois de mai. Donc je suis dans un graduate programme qui va durer un peu plus de 2 ans. Donc je vais pouvoir toucher à tous les métiers de l'environnement. J'ai déjà travaillé dans le milieu de l'eau et de l'énergie il y a 1 an, pendant 1 an. Et donc pour les prochaines années, ça va vraiment être toucher un peu à tous ces métiers-là dans un grand groupe pour ensuite pouvoir choisir la voie et choisir la direction dans laquelle j'aurai le plus d'impact. Voilà. Quelles sont les problématiques eau ou énergie qui te tiennent particulièrement à cœur? J'aime beaucoup l'eau parce que moi je viens d'une île, je viens d'île d'Oléron, donc j'ai grandi au bord de l'eau. Et c'est pas la seule raison, mais c'est la ressource majeure qui pose déjà des problèmes depuis quelques décennies et qui va en poser de plus en plus. Et donc pour moi, c'est un enjeu principal du siècle à venir, la distribution de l'eau, l'assainissement de l'eau et assurer une distribution équitable de l'eau dans le monde. Donc pour moi, c'est une thématique qui m'intéresse. D'accord. D'après un rapport du World Resources Institute, il y a un bon quart du monde qui est dans un état, on va dire, de stress hydrique au sens proche
entre guillemets du jour zéro, c'est-à-dire le jour où on ouvre le robinet où rien ne coule, j'imagine que c'est ça qui te préoccupe. C'est effectivement une problématique qui est presque sous-médiatisée par rapport à une problématique comme le changement climatique qui mérite de l'espace, mais qui n'est pas la seule. La problématique de l'eau, c'est tout de suite et maintenant. Donc, quelles sont les marges de manœuvre qu'on a, que ce soit au niveau technologique ou social ou économique, pour améliorer la situation? Au niveau de la... Alors, comment dire, pour les marges de manœuvre déjà qu'on a à l'heure actuelle, on les aura peut-être pas dans 10 ou 20 ans. Parce que avec le changement des régimes de précipitation, des sols, le sol ne sera plus en capacité d'absorber la même quantité de précipitations. Les précipitations seront plus regroupées dans le temps, et donc ça va poser des problèmes d'alimentation des retenues par exemple, qui donc déjà, notamment en Afrique du Sud, ont des problèmes de remplissage et de distribution, où le jour zéro peut arriver très rapidement. Il y a des enjeux technologiques. On entend beaucoup parler d'osmose inverse basse pression. C'est des choses qui vont être utilisées sur les îles notamment pour désaliniser l'eau. Donc ça, c'est le problème de ces technologies, c'est qu'elles sont très gourmandes en énergie et que l'énergie, on ne va pas en avoir de plus en plus dans le futur. Donc il y a des enjeux pour avoir des technologies qui sont plus sobres énergétiquement pour distribuer l'eau. Mais ce qui va être important, c'est de bien être conscient des réserves dont on va avoir, qui seront disponibles directement, parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, il va être de plus en plus difficile de stocker l'eau en amont de l'usage. Donc, après, au niveau des comportements de chacun, on peut entendre souvent qu'il faut faire attention aux petits gestes du quotidien. C'est des choses qu'on entend depuis qu'on est enfant, on va dire, les robinets et ça. Mais il y a aussi... les gens ne sont pas vraiment conscients qu'un kilogramme de bœuf, par exemple, c'est 15 000 litres d'eau. Donc si jamais on prend un quart de 250 grammes de bœuf, on divise 16 par 4, ça fait 4 000 litres d'eau, ça va faire une quinzaine de bains, on va dire. Donc je pense que l'enjeu va plutôt être de changer les comportements au niveau, par exemple, de l'alimentation et d'autres choses que simplement les petits gestes du quotidien. Je suis sensible à ces problématiques-là venant, mes parents étant originaires d'Iran, qui a le Moyen-Orient en général fait partie de ce quart du monde qui fait face à des tensions croissantes sur la ressource en eau. Et tu parlais de technologie énergivore. Oui, la région en est poussée à dessaler l'eau de mer, une technologie assez énergivore pour pouvoir, en raison du pétrole. Et c'est une technologie sur laquelle il y a encore peut-être des marges d'efficacité énergétique, mais elles sont assez lentes. Effectivement, la grosse marge de manœuvre serait au niveau de l'efficacité agricole et des choix de consommation, puisque un pays comme l'Iran, effectivement, consomme quand même pas mal de viande ou de pastèques ou autres produits qui sont gourmands en eau, qui lui-même est de plus en plus gourmand en énergie. Est-ce qu'on peut quand même faire un petit panorama de ce que tu vois comme technologie, hormis le dessalement de l'eau de mer, mais éventuellement des technologies qui auraient du potentiel sans être trop énergivores pour, on va dire, faire reboucler les choses? Au niveau de l'eau, simplement. Ouais. Pour la distribution, en France, on a construit beaucoup de barrages. Maintenant, on n'en construit plus pour plein de raisons, notamment écologiques et les déplacements de population qui seraient en jeu. Il y a des grands enjeux en Afrique pour la construction de barrages, parce que ces pays qu'on a colonisés pendant de longues années, ils veulent maintenant évidemment leur indépendance énergétique et en ressources. Et pour leur développement, et l'Afrique étant un continent qui a la plus grosse croissance démographique, avec des pays comme le Nigeria qui sont alimentés par des fleuves, comme le Niger ou le Sénégal un peu plus au nord, il y a des enjeux de créer des retenues et des barrages pour satisfaire la demande en eau de tous ces gens. Le problème, c'est que ça va donc engendrer des déplacements de population, et
Et comme en France ou dans d'autres endroits, ça induit des catastrophes écologiques, des dégradations fortes de l'environnement, on va dire. Donc, au niveau technologique, il y a donc, cette partie on va dire, de barrage pour la distribution et pour l'irrigation. Ensuite, au niveau, on va dire, potabilisation de l'eau, les principales technologies, hormis le dessalement, sont quand même très efficaces à l'heure actuelle. Le problème, ça va plutôt être la distribution, ça peut être on va dire, la potabilisation en amont de la consommation. Ensuite, au niveau des rejets, ça, c'est les stations d'épuration, il y en a très peu dans les pays peu développés, et ça, c'est cause des problèmes sanitaires. Le problème, c'est que c'est des solutions qui coûtent très cher à mettre en place. Et si on n'arrive pas on va dire à concentrer les zones de traitement de ces effluents venant des grandes villes qui sont en grande expansion, en plus du problème de l'accès à l'air transcendant, il y aura un problème de contamination et des épidémies qui peuvent se répandre autour de foyers de population. Non, mais très intéressant. Je te félicite pour ton dévouement déjà et aussi pour la maturité, la rationalité que tu mets dans cette réflexion. Si je me rappelle de l'époque où j'avais ton âge, il me semble que notre génération était peut-être un peu plus insouciante que la vôtre. Et après, je pense qu'on prend tous aussi conscience d'une manière ou d'une autre des limites auxquelles on doit faire face. Et je te félicite pour ton courage à te dédier dans cette voie. Sais-tu à peu près ce que tu vas faire chez Suez après ton diplôme? Quel rôle tu vas jouer et quelle voie professionnelle tu aimerais développer? Alors, donc je vais avoir, au sein des 2 premières années donc du graduate, je vais avoir plusieurs missions avec des objectifs complètement différents. Donc il y a une mission de 6 mois en France, une autre mission d'1 an en France. Ensuite, on fait 3 mois dans une start-up, donc avec rien à voir avec le reste. Puis on part à l'étranger pour 1 an environ. Et le but, c'est de faire les missions avec le plus de diversité possible. Donc je vais commencer 6 mois à faire de l'analyse de risque pour des projets niveau groupe, donc niveau monde, et faire la revue de risque de tout le groupe. Donc en traitant avec toutes les zones géographiques traitées par Suez, donc le monde entier. Ensuite, il y aura une mission d'1 an plus opérationnelle. Donc j'aimerais bien revenir a priori dans l'eau à ce moment-là. Donc je ne sais pas encore parce que j'ai déjà travaillé dans l'eau à l'île Maurice pendant 6 mois de février à août. Donc j'ai été sensibilisé à ce métier-là. Donc pourquoi pas découvrir d'autres spécialités comme la valorisation des déchets ou le recyclage que Suez fait beaucoup. Et puis ensuite, je ne peux pas encore dire quelle spécialité je serai, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est le fait d'avoir une portée générale. Donc je ne sais pas encore si je serai plutôt dans des métiers plus techniques ou pas, mais j'aimerais bien être dans des métiers avec une vision plus stratégique et une vision d'ensemble. Est-ce que tu te reconnais dans leur discours ou est-ce que tu y vois une cohérence et une direction un peu claire pour l'avenir? Non, pas vraiment. Pas vraiment, surtout au niveau écologique. Pour moi, c'est le problème qui va donner la direction économique du pays, sociale. Tout va être dirigé par l'accès aux ressources, à l'énergie. On le voit dès qu'il y a un débat sur le prix des carburants ou sur le prix de l'énergie ou des problèmes d'eau qu'il peut y avoir l'été dans le sud-ouest par exemple ou le sud-est de la France. Ça devient tout de suite des manifestations, des émeutes en toute proportion gardée. Mais pour moi, les politiques devraient plutôt sensibiliser les gens à se préparer à ce qui peut arriver et surtout inciter un changement de comportement au niveau mobilité et au niveau comportement alimentaire par exemple. Le problème, c'est que quand on est au pouvoir, on doit satisfaire son industrie, on doit satisfaire les gouvernements étrangers et on ne peut pas d'un coup dire on va arrêter de rouler dans sa voiture individuelle et arrêter de manger telle ou telle chose. Donc c'est inciter à un changement de comportement en montrant l'exemple et ça c'est assez compliqué avec les politiques qu'on a aujourd'hui, je pense.
Merci. Et peut-être pour terminer, un message auprès d'autres jeunes, d'autres étudiants comme toi, que tu aimerais entraîner dans, on va dire, la préparation de l'avenir. Qu'est-ce que tu leur conseillerais? Je leur conseillerais déjà de beaucoup se documenter et de lire. On a très facilement accès à plein d'études sérieuses aujourd'hui, que ce soit via LinkedIn notamment. On peut trouver énormément de scientifiques et sociologues dévoués à l'étude et à la prévision de l'avenir. Donc en s'appuyant sur des faits et non pas sur des bruits, on va dire. Et changer de comportement de manière individuelle, pour moi, c'est une chose que tous les jeunes doivent faire. Je vis en colocation, là, par exemple, on est 4. Ça peut paraître dérisoire, hein. Tous les gens, on va à notre école en vélo, on a 8 km à faire, on a une côte, moi, c'est pas un problème. C'est rigolo de faire ça parce qu'on voit 10 avions qui passent au-dessus de nous en même temps. Pendant que nous, on va à l'école en vélo à 4, on se dit, est-ce que ce qu'on fait simplement a un impact sur le futur? Mais je pense que si tous les jeunes qui, à mon avis, vont être de plus en plus sensibles à ces causes-là, font des actions comme celle-ci, changent leur mode de consommation et leur mode de vie, ça peut améliorer beaucoup de choses, je pense. D'accord. Merci beaucoup Romain. Mesdames, messieurs de Suez, vous avez la chance d'avoir recruté un si bon élément. Écoutez-le attentivement. Merci beaucoup Romain Merci. D'être venu. À bientôt. Puis à bientôt. Ouais. Merci.